Bien, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence sur Okinawa, avec un thème de conférence aujourd'hui qui est comment bien vieillir, en tout cas comment vieillir avec le sourire à la Okinawa. Alors, Okinawa, je vous le dis en quelques mots, puis ensuite je vais laisser la parole à certains intervenants qui sont des médecins et des spécialistes au niveau médical et au niveau de la santé sur ce qui se passe à Okinawa. Okinawa est une île au sud du Japon, un archipel d'îles précisément, qui a la particularité d'avoir, vous le voyez sur ces images, à la fois une culture extrêmement riche, assez différente de celle du Japon d'ailleurs, et différente de celle de la Chine, puisque ça a été une terre d'influences diverses et variées. Donc vous découvrez sur ces images que ce sont des îles coralliennes, paradisiaques, on est dans un climat subtropical. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, plus particulièrement, c'est de regarder plus en détail un phénomène qui est tout à fait particulier et qui concerne la longévité des personnes qui habitent à Okinawa. Puisque Okinawa, c'est le record mondial de longévité, et de longévité en bonne santé. C'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pendant que vous découvrez les images d'Okinawa, de cette île des centenaires d'Okinawa, je vais simplement vous expliquer le déroulé des 2 heures de présentation que nous allons avoir ensemble. Nous allons commencer par une introduction du docteur Jean-Marie Robin. Alors Jean-Marie Robin, qui est un démographe et un épidémiologiste qui travaille au sein du laboratoire de l'INSERM et qui va nous brosser un tableau assez synthétique de l'évolution de la longévité, à la fois à travers le monde bien sûr, mais on va regarder plus en détail sur ce qui se passe au niveau du Japon. Donc on commencera avec le docteur Robin, qui nous fait l'honneur d'être présent. On aura ensuite notre invité star qui vient directement d'Okinawa, qui est le docteur Suzuki. Le professeur Suzuki, qui est professeur en cardiologie, qui nous vient tout droit d'Okinawa, qui est venu spécialement pour le Salon des Seniors et pour venir partager avec vous tout son enseignement et tout ce qu'il a pu apprendre de l'étude des centenaires d'Okinawa. Nous aurons ensuite, détail aussi, le docteur Suzuki s'exprimera en anglais et je me chargerai de faire une traduction synthétique assez régulièrement de ses propos. Et en tout cas, les supports visuels que vous aurez sur cette conférence-là seront à la fois en anglais et en français. On conclura avec le docteur Jean-Paul Curtet, nutrithérapeute bien connu, qui a écrit 14 ouvrages sur le domaine de la nutrition, de la nutrithérapie, qui viendra ensuite nous expliquer plus en détail ce qu'on appelle le mode de vie Okinawa et comment, c'est ça qui est important, comment on peut adapter un certain nombre des principes observés à Okinawa dans notre vie de tous les jours pour, comme le dit le titre de la conférence, pour avancer en âge avec le sourire à la Okinawa. Voilà. Donc je vais laisser la parole pour cette introduction donc au professeur Jean-Marie Robin. Merci. Bonjour, je suis enchanté d'être avec vous ce matin et surtout d'avoir la responsabilité d'introduire le professeur Suzuki, qui est le pionnier des recherches sur les centenaires à travers le monde, mais je vous en dirai un mot de plus tout à l'heure, à la fin de mon exposé introductif sur la révolution de la longévité à Okinawa. Il faudrait que j'ai... Excusez, nous avons encore besoin d'1 minute pour régler le matériel. Merci beaucoup. Donc, c'est normal la musique? C'est pas grave. Je vais
Donc je vais introduire cette matinée en vous parlant brièvement, quinzaine de minutes, de la révolution de la longévité au Japon. Et comme un entraînement finalement, à l'audition tout à l'heure du professeur Suzuki, vous voyez que les plaques sont écrites en anglais, c'est très bien, hein, ça fait un peu de gymnastique intellectuelle. Je parle en français et puis vous avez les mots en anglais derrière. Donc comme vous savez tous, le Japon est le pays aujourd'hui où l'espérance de vie est la plus élevée au monde. Ici, ce que vous voyez, cette ligne qui se trace en gris, c'est la ligne record, c'est-à-dire que c'est cette ligne-là qu'ont suivi les pays qui successivement ont été les pays ayant le record d'espérance de vie au monde. On a un enregistrement en fait des records depuis 1840 et en 1840 c'était la Nouvelle-Zélande qui avait l'espérance de vie la plus élevée au monde. Depuis une trentaine d'années maintenant c'est le Japon et donc c'est effectivement le Japon qui fait l'avancée de la ligne record. Ce qui est intéressant à voir ici sur cette diapositive où j'ai pris 5 pays à titre d'exemple, c'est qu'aujourd'hui l'espérance de vie au Japon, vous voyez, pour les femmes, est de 5 ans supérieure à l'espérance de vie dans des pays comme les États-Unis, le Danemark ou la République tchèque. Juste pour montrer l'importance de l'avance du Japon par rapport à des pays qui sont pourtant connus comme des pays où la mortalité est très basse et la longévité excellente. J'ai aussi marqué l'Espagne, parce que l'Espagne a une évolution un peu similaire à celle du Japon, avec une augmentation très rapide de son espérance de vie à la naissance. La France, bien sûr, ça vous intéresse, se situe quelque part entre le Japon et l'Espagne. En fait, si on raisonne au niveau des pays qui ont une population importante, la France est le pays qui occupe la deuxième position derrière le Japon. Aujourd'hui, l'espérance de vie au Japon des femmes est de 86 ans et celle des hommes est de 79 ans. Alors, c'est dans ce contexte-là que se produit une révolution de la longévité qu'on observe dans de nombreux pays, en particulier en France, puisque, comme je vous ai dit, nous sommes seconds aujourd'hui en termes de longévité, mais nous ne sommes quand même pas là où on en est le Japon, et ce qui se passe au Japon peut-être nous montre ce qui va se passer bientôt en France. Alors ici, je vais vous montrer une plaque, en fait ça va être l'essentiel de ma présentation, qui vous résume tout ce qu'on sait de la durée de vie des adultes, de la longévité des adultes. On sait beaucoup plus sur la mortalité des enfants, mais on sait très peu de choses parce que jusqu'à récemment, on ne s'intéressait pas à la longévité des adultes, on s'intéressait à la mortalité infantile. La grande question, c'était combien d'enfants deviennent des adultes. Mais on ne se posait pas tellement la question de combien de temps vivaient les adultes. Maintenant, tous les enfants, plus de 99% des enfants qui naissent, fêtent leur 20e anniversaire, deviennent des adultes. Donc la question qui a pris énormément d'importance, c'est combien de temps vivent les adultes. Et en fait, on a relativement peu d'informations. L'information la plus ancienne qu'on a sur cette question, elle nous vient de Halley, vous savez, l'homme de la comète. Et c'est lui qui a inventé la table de mortalité, et c'est lui qui le premier a décrit la distribution des durées de vie par âge, et il a obtenu cette courbe bleue, qui est totalement plate. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans l'observation, la première observation, qui date de la fin du XVIIe siècle, Halley a observé qu'il y avait autant d'adultes qui mouraient à tous les âges de la vie, entre 40 et 75 ans. C'était absolument impossible d'imaginer qu'il y avait un âge central, un âge normal pour mourir. En fait, on voyait exactement à peu près 1% des adultes mouraient à 40 ans, à 50 ans, à 63 ans, à 72 ans. C'était complètement plat. Alors, en fait, un enregistrement scientifique et de haute qualité de la durée de vie des adultes, on l'a seulement depuis le milieu du XVIIIe siècle, et seulement dans un pays, la Suède, parce que la Suède a inventé la statistique moderne en 1750, et c'était même tellement moderne qu'il a fallu pratiquement un siècle pour qu'un autre pays se mette à imiter les Suédois, la Norvège. Il faut attendre pratiquement 1850 pour qu'on voit un deuxième pays produire des statistiques de telle qualité aussi détaillées. Donc à partir de 1750, on peut suivre l'évolution de la longévité des adultes en regardant d'abord le cas suédois. Et ce qu'on voit en Suède en 1750, donc l'enregistrement le plus ancien, c'est effectivement une distribution qui est très très proche de celle qu'on voyait juste avant, 70 ans avant avec Halley, mais on voit déjà pointer quand même, vous voyez, un petit sommet, ce qu'on appelle un mode en statistique, c'est-à-dire la durée de vie la plus fréquente.
Et on voit que cette durée de vie la plus fréquente, qui semble pointer ici, est située autour de 70 ans. Ça vous rappelle quelque chose. C'est ce que tous les auteurs anciens ont raconté, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. La durée de vie des hommes est fixée à 70 ans. Donc l'enregistrement statistique le plus ancien du XVIIIe siècle correspond tout à fait à ce que vont raconter et répéter tous les auteurs des Lumières du XVIIIe, du XIXe siècle. Voilà. Et puis, finalement, petit à petit, les pays vont adopter le même mode qui permet de compter les naissances et les décès avec une grande précision. Et par exemple, en Suisse, ils vont commencer à le faire à la fin du XIXe siècle, vous voyez, vraiment tardivement par rapport à la Suède. Et donc ici, on a la première distribution des durées de vie des adultes qui a été observée, calculée pour la Suisse en 1876-80. En fait, c'est exactement la même distribution que celle de la Suède au milieu du XVIIIe siècle. La durée de vie la plus fréquente qui se voit nettement maintenant est toujours de 70 ans. Ça reste l'âge le plus fréquent pour décéder des adultes. Sauf que cette fois-ci, il y a 2% de la population qui meurt exactement à 70 ans. Parce qu'entre-temps, la mortalité infantile s'est déjà effondrée. Il y a beaucoup plus d'enfants qui deviennent des adultes. Donc il y a plus de gens qui viennent mourir en tant qu'adultes. Mais sans ça, les caractéristiques de la longévité des adultes est exactement la même en Suisse en 1880 qu'en Suède en 1750. Rien ne change. Et c'est aussi pour ça que nos beaux auteurs du 18e, du 19e siècle ont théorisé que la longévité humaine est une constante, que rien ne change au cours du temps, que c'est une caractéristique de l'espèce humaine, c'est Buffon qui l'a écrit, que l'homme en tout temps, etc. Et donc, les scientifiques vont cesser de s'intéresser à cette question, puisqu'on avait établi au XVIIIe et au XIXe siècle que les caractéristiques de la longévité humaine, c'était une constante, distribuée de façon constante autour d'une durée de vie la plus fréquente, 70 ans, l'âge normal pour décéder pour un adulte. Et il aura fallu attendre finalement les travaux, et vous allez le voir tout à l'heure, du docteur Suzuki, pour se dire, mais non, c'est pas vrai, allons voir ce qui se passe du côté des centenaires. Alors, des données statistiques au Japon, nous en avons que depuis, dans les séries modernes, parce que le Japon a commencé à développer un système aussi moderne que celui des Suisses ou des Japonais en 1873, c'est-à-dire 3 ans avant les Suisses. Eh bien, mais si on regarde les séries modernes, c'est-à-dire les séries d'après-guerre, ici vous avez la distribution des durées de vie des adultes au Japon, des femmes japonaises, en 1950. Et en 1950, tous les pays développés, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord ou le Japon ont pratiquement les mêmes valeurs. À ce moment-là, la durée de vie la plus fréquente, la durée de vie normale des adultes, c'est 80 ans. Et vous voyez que, en fait, il y a une dispersion autour de cette valeur centrale. Et si on regarde bien l'évolution au cours du temps, au fur et à mesure que la durée de vie des adultes augmente, elle devient de plus en plus homogène, elle est moins dispersée. Vous voyez, il y a une homogénéisation des durées de vie des adultes. Et là, on est en 1950. Rien ne se passe, puisque personne n'étudie cette question, puisqu'on pense qu'en fait c'est une constante et qu'il n'y a rien à étudier. Il y a toutefois un auteur qui va lancer une révolution dans les années 80, il s'appelle James Fries, c'est un cardiologue de Stanford, qui va proposer la théorie de la compression de la morbidité, dont va nous parler beaucoup le docteur Suzuki, qui repose sur cette théorie. D'après le docteur Fries, James Fries, la longévité humaine va encore augmenter, mais elle est limitée à 85 ans. 85 ans est la limite ultime des durées de vie les plus fréquentes pour décéder des adultes. Et autour de cette moyenne de 85 ans, il y aura une très forte homogénéisation des durées de vie. En gros, personne ne meurt avant 70 ans, parce qu'on a éliminé toute la mortalité prématurée, parce que les gens ne fument plus, parce que les gens mangent bien, parce que les gens font de l'exercice physique. Et puis, 10% de la population meurt à 85 ans, et après, pour des raisons, pour des contraintes biologiques et génétiques, c'est ce qu'on croyait dans les années 80, tout le monde est mort à 100 ans. Donc vous voyez, on a parlé de la rectangularisation de la courbe de survie. Personne n'est mort avant 70 ans, tout le monde est mort à 100 ans, et la plupart des gens, 10% des gens, meurent exactement à 85 ans. Et donc ici, vous avez entre la courbe rouge et la courbe jaune,
vous avez tout l'univers du possible. La courbe rouge, c'est là où en était le Japon en 1950. La courbe jaune, c'est la distribution ultime, c'est ce qu'on n'atteindra jamais, mais ce qu'on peut espérer si on élimine toute la mortalité prématurée, si on adopte tous le régime d'Okinawa. On va le voir tout à l'heure. Mais en fait, si James Fries, au moment où il a écrit sa théorie, n'avait pas les chiffres du Japon pour l'année 1980, c'est normal, il faut des années, quelques années pour que les chiffres arrivent, nous les avons aujourd'hui. Alors on peut se poser la question, mais qu'en était-il au Japon en 1980 quand est parue cette théorie? Eh bien, en 1980 au Japon, les Japonaises avaient déjà atteint le record. La durée de vie la plus fréquente pour décéder au Japon en 1980, c'était déjà 85 ans. Mais il n'y avait pas 10% des femmes qui atteignaient cet âge. Il y en avait beaucoup moins, il n'y en avait même pas 5%. Et vous voyez que la distribution en violette, cette fois-ci, vous voyez que la distribution en violette est beaucoup plus dispersée que d'après le modèle de Fries. Et pour ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez qu'elle déborde sur la droite, qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont mourir après 95 ans et après 100 ans que prévu par la théorie. Et donc si les gens meurent après 95 ou après 100 ans, c'est d'abord qu'ils viennent y vivre. Ils viennent fêter leur 95e et leur 100e anniversaire. Et là, on a un premier phénomène qui va être le début de l'explosion des effectifs de centenaires à travers le monde, et en particulier au Japon. Mais nous sommes toujours qu'en 1980, c'est-à-dire il y a 25 ans. Et depuis, c'est passé 25 années. Donc la question légitime, je l'anticipe. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'en est-il de toutes ces valeurs? Eh bien là, je vous demande de faire attention parce qu'il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est ça qui fait que nous quittons la période finalement de la chute de la mortalité des adultes et de l'émergence des centenaires pour vraiment la période de la révolution de la longévité. Au Japon, au cours des 25 dernières années, la distribution de la durée de vie des adultes s'est entièrement déplacée vers la droite. Toutes les valeurs, la première valeur, la valeur centrale, le mode, comme les valeurs les plus extrêmes, l'âge maximum au décès, et vous voyez qu'il n'y a pas plus d'individus qui meurent à l'âge le plus fréquent, toujours 4,5%, c'est toute la distribution de la durée de vie des adultes qui s'est déplacée vers des âges plus élevés, et cette fois-ci, vous pouvez regarder la proportion absolument incroyable d'individus qui vont mourir après 95 ans, donc qui vont fêter leur 95e, leur 100e et leur 105e anniversaire. Vous voyez, c'est un phénomène complètement extraordinaire. Et alors, pourquoi nous avons invité le professeur Suzuki à venir parler aujourd'hui et à venir parler d'Okinawa? C'est parce que, je vais en dire un mot dans une seconde, il y a à Okinawa 2 fois plus de centenaires en proportion qu'il y en a dans le reste du Japon. Mais avant de parler d'Okinawa, voyons donc la conséquence majeure de ce décalage vers la droite de toute la durée de vie des adultes, c'est l'émergence et l'explosion du nombre des centenaires. Il n'y en avait pas. Quand on commence à bien les compter, dans les années 70, il n'y a pas de centenaire au Japon, comme il n'y en a pas en France, comme il n'y en a nulle part. Il y en a des poignées, voilà, on en compte 100, 200, 300 au maximum. Et puis aujourd'hui, il y a plus de 36 000 centenaires au Japon, avec une augmentation incroyablement rapide. Alors, augmentation, alors vous voyez au passage que ces centenaires sont pratiquement que des femmes. Vous voyez là, il y a l'empilement de 3 courbes, il y a les centenaires en bleu masculin, les centenaires féminins en rouge-rose, et puis le total en vert, mais vous voyez que les femmes font pratiquement le total à elles-mêmes. Si vous voulez devenir centenaire, il vaut mieux déjà commencer par devenir une femme. Alors, maintenant, la question c'est à quelle vitesse, c'est de mesurer cette vitesse d'augmentation du nombre des centenaires. Au Japon, sachant qu'à Okinawa tout va 2 fois plus vite, eh ben, c'est un taux d'accroissement annuel qui est absolument incroyable. Il est situé, alors il y a des fluctuations chaque année, mais il est situé entre 10 et 20%. Vous imaginez votre salaire augmenter de 10 à 20% tous les ans. Vous voyez la vitesse d'augmentation. Et donc ici, et vous voyez qu'en plus en moyenne, il y a une tendance à une augmentation. Et effectivement, il y a une quarantaine d'années, dans les années 60-70, les centenaires augmentaient avec une vitesse de 11 à 12% par an.
Et aujourd'hui, pour les dernières années, le taux d'augmentation est en moyenne de 14% par an. Alors, quand l'augmentation est de 11% par an, il faut entre 6 et 7 ans pour doubler le nombre des centenaires. Dans un pays comme la France ou comme l'Angleterre, le nombre des centenaires double tous les 10 ans. Au Japon, il y a déjà 30 ans, le nombre des centenaires doublait tous les 6 à 7 ans. Et avec un rythme d'augmentation de 14% par an, qui sont les rythmes actuels, eh bien, il faut plus que 5 ans. Et c'est effectivement ce qu'on enregistre. C'est absolument incroyable, mais à 5 ans de distance, le nombre des centenaires a doublé au Japon. Donc quand on regarde les derniers chiffres disponibles, ceux de 2008, 36 000 centenaires au Japon, ils correspondent exactement à un doublement. 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 2003, il n'y avait que 18 000 centenaires au Japon. Maintenant, ils sont 36 000. Et on peut avec une grande certitude estimer qu'ils seront 72 000 dans 5 ans, et en 2013. Et effectivement, ce sont des phénomènes extraordinaires. Et quand on repart maintenant dans l'autre sens, dans le temps, on se dit alors concrètement, au cours des 10 dernières années, ils ont été augmentés de combien? Eh bien exactement de 4. Vous voyez, il y a eu le temps pour 2 doublements, donc ils ont été exactement de 4. Alors, évidemment, si on a 36 000 centenaires au Japon, on se dit avec 36 000 centenaires, on doit en avoir pas mal qui atteignent 105 ans. Eh bien oui, vous voyez, on a exactement le même type de courbe de personnes atteignant 105 ans. On a aujourd'hui plus de 1500 personnes âgées de 105 ans vivant au Japon. Et avec tant de personnes âgées de 105 ans, on doit bien en avoir quelques-uns qui arrivent à 110 ans. Et oui, vous voyez, c'est la même chose. Et cette fois-ci, on a 33 personnes vivant au Japon qui sont âgées de plus de 110 ans. On en a une douzaine en France. Ça varie d'une année à l'autre, entre 12 et 15 ans. On fait un petit truc sur le plan mathématique pour passer de ces courbes à mesurer directement leur taux d'accroissement. Et si on fait ça, c'est une transformation de l'échelle, ces courbes deviennent des lignes droites. Et l'intérêt de les avoir transformées comme ça, c'est que ces lignes nous donnent la vitesse d'augmentation. Et si la vitesse d'augmentation est constante, par exemple le taux d'accroissement est de 10% par an et est constant, ça donne une ligne droite. Et si les taux d'accroissement sont les mêmes pour tous les groupes d'âge, les lignes sont parallèles. Donc en fait, ce que nous dit ce graphique globalement, c'est que d'une part, les taux d'accroissement des centenaires, des gens de 105 ans et des gens de 110 ans sont constants au cours du temps. Et comme les lignes sont parallèles, ça nous dit que les taux sont à peu près les mêmes. Donc on sait qu'au Japon, c'est en gros 14% par an. La seule chose qui change, c'est que à quel moment on part avec des effectifs proches de zéro, et puis après, l'accroissement va augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a à peu près 25 ans d'écart. En fait, on voit qu'en l'an 2000, il y avait à peu près autant de personnes au Japon âgées de 105 ans que 25 ans plus tôt de personnes âgées de 100 ans. Et on voit qu'il y a aussi aujourd'hui, ou au milieu des années 95, il y avait autant de personnes âgées de 110 ans au Japon qu'il y avait des personnes âgées de 105 ans 25 ans plus tôt. Donc vous voyez, il y a à peu près 25 ans séparent ces vagues de population qui nous arrivent. Et donc, avec cette information qui est incroyablement détaillée, il y a plus de 50 ans de recul, et vous voyez, il n'y a aucun signe de ralentissement pour les dernières années. Ça fait déjà 3 ans que je fais ce genre de conférence et les gens me disent « mais oui, mais c'est incroyable, ça va s'arrêter l'année prochaine ». Ben non, vous voyez, l'année prochaine, le premier article que j'ai publié sur la longévité au Japon datait de 2003. Et depuis, déjà les gens disaient « non, c'est incroyable ». Depuis, le nombre des centenaires a encore doublé de 5 ans. Et donc, et j'ai terminé dans une minute là, cette introduction, et en fait ça nous permet de prédire avec une grande certitude que dans le fond, dans 25 ans, il y aura sûrement autant de personnes âgées de 105 ans au Japon qu'il y en a aujourd'hui âgées de 100 ans. Donc comme aujourd'hui il y en a 36 000 âgées de 100 ans, le pari le plus probable, c'est de dire qu'il y aura 36 000 personnes âgées de 105 ans au Japon dans 25 ans, et il y en aura plus de 1500 qui auront 110 ans à ce moment-là. Et donc on imagine qu'il y aura à peu près 33-35 personnes survivant au Japon au-delà de l'âge de 115 ans. Vous voyez comment toutes ces choses progressent. Alors, il y a évidemment un gros hiatus à cette question. Mais dans quel état de santé sont-ils? Parce que c'est bien d'accumuler comme ça les très très grands vieillards, mais est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont insérés dans la société? Qu'est-ce qu'ils y font? Et le docteur Suzuki va surtout nous parler de cette question, parce que c'est la grande question. Il va nous parler de la compression de la morbidité. Donc est-ce que ces centenaires, je vous rappelle proportionnellement, ils sont 2 fois plus nombreux à Okinawa que dans le reste du Japon, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Et là, on a effectivement des signes d'alarme.
le gouvernement japonais, qui se préoccupe beaucoup des personnes très âgées, a commissionné plusieurs fois de suite des enquêtes sur l'état de santé des centenaires. Et le résultat de ces enquêtes montre qu'au cours du temps, les centenaires sont de plus en plus confinés à leur domicile, confinés à leur chambre et même